Donc, bonjour à tous, je me présente. Mon nom est Jennifer Filion. Je suis agronome de formation et aujourd'hui, je vais faire avec vous l'évolution du climat pour la région de Lanaudière. Donc, ici, avant d'aller vraiment dans les détails au niveau de nos indicateurs climatiques, je voulais d'abord vous présenter d'où vient l'information. Alors, en fait, les données dont on va parler aujourd'hui proviennent d'Ouranos. C'est quoi Ouranos? C'est un consortium en climatologie régionale, donc qui est basé à Québec. Eux font leurs prévisions climatologiques selon des scénarios climatiques que les climatologues d'ailleurs vont considérer comme étant les plus crédibles à ce jour. Pourquoi je spécifie à ce jour? En fait, c'est que la climatologie, bien, c'est une science qui évolue relativement rapidement. Donc aujourd'hui, en gros, c'est sur quoi, c'est quelles données qu'on va vous présenter. En fait, c'est des données à l'échelle d'une région. Donc dans ce cas-ci, c'est l'Anaudière, évidemment. Les données vont être présentées sous deux scénarios, un du passé représentant les années 1991 à 2020 et l'autre du futur, donc de 2041 à 2070. Ce dernier scénario, d'ailleurs, on va l'appeler l'horizon 2050. Alors, on serait maintenant rendu à vous présenter le premier indicateur agroclimatique. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer comment va fonctionner la présentation des cartes aujourd'hui. Donc, premièrement, à gauche, vous avez la carte qui représente l'horizon passé. À droite, vous avez plutôt la carte qui représente l'horizon 2050, donc l'horizon futur. Au milieu, bien, vous avez la légende qui est commune à chacune des cartes ici. Et maintenant, si on rentre juste un petit peu plus dans les détails au niveau des cartes, question de vous situer géographiquement. Donc, vous voyez Joliette apparaître juste ici. Il y a Saint-Jérôme un peu plus vers le bas gauche. Et aussi, à titre informatif, chacune des petites tuiles, donc de couleurs différentes, bien, représente une superficie de 10 par 10 km. Maintenant, au niveau de l'encadré, que vous allez voir en fait tout au long de la présentation ou presque, ça présente les moyennes, donc pour le scénario passé, puis les moyennes pour le scénario futur. On a ensuite notre delta, juste ici, qui lui représente la variabilité qui est anticipée. Et entre parenthèses, c'est l'incertitude qui est associée à chacun des modèles. Si on revient maintenant à notre indicateur climatique, qui est ici en fait la température moyenne annuelle. Alors, ce qu'on peut observer, c'est une augmentation des températures moyennes annuelles à l'échelle de la région. Alors, effectivement, si on regarde notre variabilité, on prévoit une augmentation d'en moyenne 2,3 degrés Celsius. Donc, nous faisons passer d'une température de 4,4 degrés Celsius à une de 6,7 degrés Celsius à l'échelle de la région. Alors, passons maintenant à la variation saisonnière. Donc, on vient de voir les moyennes de température, mais sur une base annuelle. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche plutôt sur la variation mensuelle de cette température. Mais je vais d'abord quand même vous expliquer comment fonctionne le graphique qui est présenté sur cette diapositive. Alors d'abord, vous voyez la ligne rouge qui, elle, représente le scénario futur. On a ensuite la ligne noire qui est en dessous ici, qui représente le scénario passé, donc les températures qui ont été observées. Alors, la première information, justement, ou observation qu'on peut faire à partir de ce tableau, c'est que pour la région de la Naudière, on observe une augmentation de la température, peu importe le mois de l'année, parce qu'effectivement, la ligne rouge, elle est toujours au-dessus de la ligne noire. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des températures est parfois plus importante selon le mois de l'année qu'on va regarder, ou auquel on s'intéresse plutôt. Alors oui, la température est toujours plus élevée, mais la variabilité de cette augmentation, elle, peut dépendre du mois de l'année. La dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce graphique, c'est ce qu'on retrouve dans l'encadré ici vers la droite. Donc en fait, il représente la moyenne annuelle de l'augmentation des températures. Alors c'est pour ça qu'on retrouve notre variabilité de plus 2,3 degrés Celsius. Si on passe maintenant aux précipitations, alors là, on se rend compte que l'évolution dépend réellement des mois, au contraire de ce qu'on aurait observé pour la température. Ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement,
En se concentrant par exemple d'abord sur les mois de l'hiver et du printemps, on réalise que oui, l'augmentation, elle est nette, on la voit clairement. Par contre, si on se concentre sur les mois de l'été et de l'automne, on réalise qu'alors l'augmentation est soit vraiment moindre, soit il n'y en a pas du tout. Parfois, elle est même inférieure, comme pour le mois d'août si on le prend en exemple, ainsi que le mois de septembre. La chose qu'il faut par contre retenir ici, c'est que malgré les diminutions ou les stagnations qui sont observées pour certains mois, il va quand même ressortir une augmentation des précipitations totales annuelles. Les précipitations totales, ici pour votre information, elles représentent celles qui tombent sous forme de pluie ainsi que celles qui tombent sous forme de neige. Donc, on a au final, en moyenne, une augmentation de 65 mm des précipitations totales à l'échelle de l'année. Maintenant, avant de continuer avec les autres indicateurs agroclimatiques, je voulais profiter pour faire une parenthèse sur les événements extrêmes. Alors, pourquoi c'est pertinent de parler des événements extrêmes? C'est qu'on le sait qu'ils peuvent grandement affecter l'agriculture, en affectant par exemple les cultures et les élevages. Donc, effectivement, quand ce type d'événement se produit, malheureusement, ça vient souvent avec d'importantes conséquences. Toutefois, il faut quand même faire attention et apporter certaines nuances parce que, bon, oui, il y a des événements extrêmes qu'on peut relier au changement climatique, mais il y en a d'autres qui vont plutôt ressortir de la variabilité naturelle et donc qui n'ont pas de lien direct avec l'évolution du climat. La variabilité naturelle, c'est quoi? En fait, c'est ce qui fait en sorte que d'année en année, par exemple, le volume des précipitations ou les températures sont variables. La deuxième nuance que je veux apporter ici, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes, elles évoluent relativement rapidement. Alors nous, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est ce qui est partagé comme information par Uranus. Alors je vous disais justement qu'il y avait certaines incertitudes au niveau des événements extrêmes, mais il y a quand même des événements pour lesquels on est plus certain. Alors, par exemple, on sait qu'il va y avoir une diminution du nombre de vagues de froid extrême et il va aussi y avoir, ou au contraire plutôt, une augmentation des vagues de chaleur. Alors, d'ailleurs, ces périodes de chaleur vont être plus longues et encore plus chaudes. Les autres événements maintenant pour lesquels on est presque certain, ici je dis presque certain parce qu'en fait, il y aurait quand même suffisamment d'études pour être en mesure de ressortir des tendances qui sont claires. Donc, à ce niveau, on sait qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et elles vont être plus intenses. Il devrait aussi y avoir plus de cellules orageuses localisées qui seront aussi plus intenses. Maintenant, les événements extrêmes pour lesquels nous en savons moins. Alors ici, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études pour faire ressortir des tendances claires, notamment par exemple au niveau du verglas. Donc d'ailleurs, à ce niveau-là, il faut savoir que c'est un des phénomènes qui est le plus incertain et qui est aussi plus difficile à simuler. Mais il semblerait tout de même que le climat futur du sud du Québec va connaître une diminution des épisodes ou bien plutôt du nombre d'heures totales observées annuellement de verglas. Ça veut quand même pas dire qu'ils se reproduiront plus jamais, donc il n'y aura plus du tout de verglas, mais c'est quand même les tendances que nous sommes présentement en mesure d'établir pour cet événement extrême. Si on poursuit avec les rafales de vent. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des observations dans les dernières années par rapport ou relatant une certaine évolution, mais il ne semble pas y avoir pour le moment de tendance claire ou surtout de lien direct avec les changements climatiques. La dernière chose à ce niveau, c'est la grêle. Ça, en fait, c'est un sujet pour lequel on n'a pas vraiment de données, mais il est vraiment à l'étude. Alors, ça serait maintenant le temps de revenir à nos indicateurs agroclimatiques. Donc, pour l'instant, on a fait une petite revue de qu'est-ce qui se passe à l'échelle annuelle. Ce que je vous propose, c'est d'aller se concentrer sur les indicateurs agroclimatiques de la saison hivernale, la saison froide, et dans un deuxième temps, on s'attardera plutôt sur les indicateurs de la saison de croissance. Alors, commençons avec l'indicateur pour la température minimale en hiver. Bon, alors ici, je tiens d'abord à préciser que les données qu'on présente, ce sont celles du mois de janvier. Alors, c'est réellement la température la plus froide de l'année. Donc,
en fait la moyenne des températures les plus froides ayant été observées au mois le plus froid de l'année. Je vais vous en profiter quand même pour expliquer un peu le graphique qui est présenté ici. Donc d'abord, sur l'axe des X, vous avez les années qui sont représentées. C'est environ une période de 100 ans allant de 1970 jusqu'à 2070. Sur l'axe des Y, ça fait plutôt référence à l'indicateur auquel on s'intéresse. Dans ce cas-ci, c'est la température minimale du mois de janvier. Ensuite, on a la ligne pointillée que vous voyez dans le graphique. Elle représente les observations réelles qui ont été faites chaque année, évidemment dans le passé. Ensuite, on voit les lignes dans le graphique. Donc, la première, qui serait la rouge, représente le scénario qui est pessimiste en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un scénario selon lequel, oui, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Toutefois, cette réduction serait sur le long terme. Donc, ce scénario, on l'appelle le RCP 8.5. Vous avez ensuite la ligne bleue qui, lui, représente elle plutôt représente le scénario qui est optimiste, donc selon lequel on va réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une échelle de temps plus court. Et ça, évidemment, c'est toujours à l'échelle mondiale. Nous, ce qu'on vous présente, c'est en fait la médiane. Donc, un scénario qui est considéré comme plausible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ensuite, en vert, ce que je vais appeler l'enveloppe sur le graphique, bien, elle représente l'incertitude des modèles, donc toutes les valeurs qui pourraient être atteintes ou observées par rapport à l'indicateur qu'on considère. Alors, au final, si on revient à notre région de la Naudière, qu'est-ce qu'on retire de ce graphique? En fait, on observe une augmentation de la moyenne des températures minimales. Donc, en d'autres termes, on va connaître moins de froid extrême dans le futur. Ici, c'est quand même important que je vous rappelle que les données qu'on présente représentent une moyenne sur 30 ans. Maintenant, pour illustrer le fait qu'on va connaître une augmentation de la moyenne des températures minimales, j'aimerais qu'on prenne en exemple le mois de janvier. Donc, on observe ici que la moyenne des températures minimales dans le passé s'élevait à moins 32,1 degrés Celsius. Avec l'augmentation prévue, donc une variation de plus 4,4, elle passera dans l'horizon futur à moins 27,7. Donc, on réalise qu'il y a réellement une augmentation de la moyenne des températures minimales. On passe maintenant au nombre de cycles gel-dégel. Alors d'abord, c'est quoi un cycle gel-dégel? En fait, c'est une journée où on va connaître une température qui est maximale positive, alors au-dessus de zéro, et en même temps une température minimale en dessous de zéro, donc dans la même journée. C'est vraiment le fait de vivre du gel et du dégel à l'intérieur de la même journée. Ce qu'on observe d'abord au niveau de l'année, c'est une diminution du nombre de l'occurrence de gel-dégel au sein de la même journée. Donc, passant de 90 jours dans l'horizon passé à 80 jours dans le futur. Mais si on se concentre sur la période de l'hiver, à ce moment-là, c'est plutôt une augmentation de ces épisodes qu'on va observer. Donc, en d'autres mots, il y a une concentration des épisodes de gel-dégel au niveau de la saison hivernale. Et ça, en fait, c'est relié à l'augmentation des températures. Passons à l'indicateur concernant les précipitations hivernales, donc celles de décembre, janvier et février. Donc, ici, simplement spécifier que les précipitations totales auxquelles on fait référence, ce sont celles sous forme de pluie et de neige. Alors, ce qu'on observe, c'est une augmentation des précipitations totales. Donc, en réalité, on va gagner pour la région de la Naudière plus 24 mm au niveau des précipitations totales à l'hiver en moyenne. Mais là, la réelle question qui peut nous venir en tête, c'est surtout sous quelle forme ces précipitations vont tomber dans le futur. Alors, c'est justement la question à laquelle on va tenter de répondre par l'intermédiaire du tableau qui est présenté ici. Donc, d'abord, vers la gauche, vous voyez les données pour le scénario du passé, donc 91 à 2020. Vers la droite, les données pour le scénario futur, 2041-2070.
Pour chacun des scénarios, on vous présente les précipitations totales sous forme de pluie, celles sous forme de neige et finalement le ratio dans le fond des précipitations totales qui vont tomber sous forme de pluie. Donc c'est la même logique pour l'horizon 2050. Une petite spécification, vous voyez que la neige apparaît ici comme en millimètres, donc ça peut vous paraître peu, mais en fait, c'est que ça représente des équivalents d'eau. Donc, si on fait fondre la neige, combien d'eau il en résulte? Ce sur quoi maintenant je vais attirer votre attention, ce sont les totaux intermédiaires, donc la ligne juste ici. Donc, la première chose qu'on peut réaliser, c'est une augmentation des précipitations sous forme de pluie. Donc, effectivement, si vous regardez dans le scénario du passé qui s'élevait à 297 mm, on passe à 375 mm. Ça se traduit si on regarde plutôt les ratios. Donc, des précipitations totales sous forme de pluie qui étaient équivalentes à 52% passent maintenant à 60%. Donc, c'est réellement une augmentation qui est importante ici. Ça se reflète aussi au niveau de la neige, donc plutôt une diminution des précipitations qui vont tomber sous forme de neige, passant ainsi de 257 mm à 236 mm. Si maintenant on se concentre plutôt sur un mois en particulier pour voir plus spécifiquement l'effet que ça peut avoir. Donc pour le mois de décembre, par exemple, on passait à un quart des précipitations qui allaient tomber sous forme de neige à 39%. Donc encore une fois, une augmentation assez importante. Alors pour conclure sur ce tableau, ce qu'on observe, c'est l'augmentation des précipitations sous forme de pluie à l'hiver. Et ça, encore une fois, c'est lié à l'augmentation des températures. Passons maintenant à la durée de l'enneigement. Donc, avec la diminution des précipitations sous forme de neige, vient aussi la réduction de la durée de la période d'enneigement. Au fait, pour votre information, lorsqu'on parle de durée d'enneigement, on fait référence à dès qu'il y a plus de 3 cm de neige au sol, donc environ 1 pouce. Aussi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les périodes qui sont présentées ici pour l'horizon du passé sont un petit peu différentes. En fait, ici, c'est simplement parce que les pas de temps pour ces modèles sont différents, mais je voulais vous le spécifier. Donc, ce qu'on observe ici pour la région de Lanaudière, c'est une diminution de 40 jours au niveau de la durée de la période d'enneigement, donc plus d'un mois en diminution. Pour maintenant l'épaisseur maximale du couvert de neige, donc je rappelle ici qu'ils sont présentés, que l'unité choisie est le millimètre. C'est réellement parce que, encore une fois, ce sont des équivalents en eau. Mais l'important qu'il faut retenir ici, en fait, pour faire la comparaison, c'est qu'un millimètre de neige, c'est environ l'équivalent d'un centimètre de neige avant qu'il y ait compaction ou tassement. Alors finalement, pour la région de la Naudière, ce qu'on observe, c'est une diminution de 66 mm au niveau de l'épaisseur maximale du couvert de neige, en moyenne toujours et à l'échelle de la région. Alors le fait de réduire la durée du couvert de neige et l'épaisseur maximale du couvert de neige amène en fait évidemment des impacts, notamment sur les plantes. C'est pour ça qu'on va parler ici du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères. Donc, concrètement, c'est quoi ce potentiel d'endurcissement? En fait, c'est quand la plante va relocaliser ses réserves au niveau de ses racines. C'est ce qui va lui permettre de passer l'hiver et de résister au froid. Maintenant, pour que ce processus puisse bien se faire, il nous faut des journées où la température est fraîche. Pour mesurer ce potentiel d'endurcissement, ce qu'on utilise, c'est des degrés froids, donc ce qui est présenté ici. Et des degrés froids, c'est en fait l'accumulation des degrés jour base 0. Donc, quand la température est entre 0 et 5 degrés Celsius. Finalement, on va considérer qu'une plante est suffisamment endurcie quand elle atteint 100 degrés froids. Ce qu'on remarque pour la région de la Naudière, c'est une très petite diminution, donc passant de 91 à 77 degrés froid. Donc, en d'autres mots, il n'y aurait pas nécessairement d'impact très perceptible au niveau du potentiel d'endurcissement pour la région. Maintenant, il y a aussi la perte d'endurcissement. Ça, c'est quoi? C'est le fait que les plantes fourragères peuvent aussi perdre leur endurcissement pendant l'hiver, quand il y a des redoux hivernaux notamment.
Donc, en fait, s'il y a des températures chaudes, bien, ça peut affecter la plante et provoquer une perte d'endurcissement. Et ça peut avoir des conséquences sur la survie de la plante. Maintenant, cette perte d'endurcissement, on la calcule à l'aide de degrés jour qu'on vous présente ici. Donc, en gros, ce qu'on constate toujours pour la naudière, c'est une petite augmentation de l'ordre de 3 degrés jour en moyenne. Donc, encore une fois, euh, pas un impact très perceptible pour la région. Donc, et voilà, on aurait déjà passé à travers tous les indicateurs liés à la saison froide, la saison hivernale. Je voulais en profiter pour faire un petit résumé de l'état de la situation sur qu'est-ce qu'on a vu. Donc, on a observé d'abord qu'il va y avoir une augmentation des températures pendant la saison hivernale, donc moins de froid extrême. Ensuite, il va y avoir aussi une modification des régimes de précipitation. Donc, si on se rappelle, plus de pluie pour moins de neige. Mais quand même, au global, ça nous donne une augmentation des précipitations totales, donc du volume des précipitations qui est en augmentation. Bon, maintenant, ces indicateurs peuvent évidemment avoir des impacts sur les plantes, mais on a vu que pour la région de la Naudière, ces impacts sont plutôt minimes, notamment au niveau du potentiel d'endurcissement ou du potentiel de la perte, pardonnez-moi, d'endurcissement. On va maintenant pouvoir passer aux indicateurs reliés à la saison de croissance. Alors, justement, quoi de mieux pour commencer les indicateurs climatiques sur la saison de croissance que la date du début de cette saison? Donc, ah oui, à titre informatif, premièrement, on considère que la saison de croissance peut débuter quand on atteint 5 jours consécutifs avec une température moyenne de plus de 5,5 degrés Celsius. Euh, pour votre information, on détermine cette date à l'aide de l'échelle des jours juliens. Alors, pour la région de l'Anaudière, on voit ou on observe qu'on va passer d'une date de début de croissance d'en moyenne au 22 avril à une au 14 avril en moyenne. Donc, ce qui représente un devancement du date de la début de saison de croissance de 8 jours en moyenne à l'échelle de la région. Pour le dernier gel printanier, toujours avec comme référence les jours juliens, à ce niveau, je vais d'ailleurs faire la parenthèse tout de suite lorsqu'on va aborder les termes du premier gel à l'automne et de la date de fin de la saison de croissance, on prend aussi comme référence les jours juliens. Mais si on revient à notre dernier gel printanier, ce qu'on observe, c'est un peu comme pour la date du début de la saison de croissance, le premier gel printanier va être devancé, donc d'en moyenne 10 jours, passant ici du 4 mai au 24 avril. Au niveau maintenant du synchronisme entre saison de croissance et gel, peut-être que certains d'entre vous ont déjà remarqué une différence au niveau de l'évolution de la date du début de la saison de croissance et de celle de l'occurrence du dernier gel printanier. Alors, ce qu'on peut observer, c'est effectivement un devancement de la date du début de la saison de croissance et un devancement de la date de l'occurrence du dernier gel printanier pour un 8 et 10 jours respectivement. Alors en fait, c'est donc possible qu'on observe en moyenne moins de gel tardif au printemps, mais dû à la variabilité, le phénomène pourrait quand même encore être observé. Si on regarde maintenant ce qui se passe à l'automne, donc ici, on peut observer les mêmes tendances, donc on fait un retardement de la date de l'occurrence du premier gel à l'automne et un retardement de la date de fin de croissance pour un 12 et 9 jours de plus respectivement. Donc, question de synthétiser ce tableau ici, le message qui est important de retenir, c'est que tous les indicateurs sont en quelque sorte synchronisés dans leur modification. Donc, devancement du début de la saison de croissance et retardement de la fin de la saison de croissance, avec aussi l'allongement de la période sans gel. Donc ici, avec cet indicateur, je voulais mettre en évidence la valeur de l'allongement de la saison, justement. Donc, pour chiffrer, pour la région de Lanaudière, on tombe en fait avec, on obtient un 16 jours supplémentaires à la durée de la saison de croissance. Comme on mentionnait justement, ces journées-là bien, sont assez bien réparties au printemps et à l'automne. Bon, maintenant, oui, la saison de croissance va allonger.
Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir profiter des jours supplémentaires qu'on va gagner? Donc, par exemple, en étant capable d'aller semer plus tôt. L'indicateur que je présente ici, donc les précipitations printanières, bien, ça fait partie des indicateurs qui sont pertinents pour tenter de répondre à la question. Alors, ce qu'on observe sur les 3 mois qui sont présentés, donc mars, avril et mai, c'est une augmentation d'en moyenne 24 mm au niveau des précipitations printanières, passant d'en moyenne 232 à 256 mm pour la région. Mais si on se rappelle du graphique en début de présentation, sur l'évolution des précipitations totales mensuelles, ce qu'on avait vu, c'est que les précipitations étaient relativement bien réparties entre les 3 mois du printemps. Donc, en fait, il ne devrait pas y avoir de concentration très importante des précipitations lors des semis. Je veux quand même réitérer l'importance de considérer la variabilité, donc ce qui a été observé dans les années passées. Effectivement, on avait eu des printemps relativement secs et d'autres très pluvieux. Mais puisque cette variabilité continue, ça va effectivement être possible certaines années de réellement profiter de l'allongement de la saison de croissance. Alors, continuons avec les unités thermiques maïs. Donc, en fait, en plus de l'allongement de la saison de croissance, on voit sur ces cartes une augmentation justement des unités thermiques maïs, donc des UTM. Ici, je vais quand même vous spécifier que c'est les UTM maximum potentiels qu'on représente. Donc, le calcul est réalisé depuis le premier jour où la température moyenne atteint le seuil minimum de 12,8 degrés Celsius sur 5 jours. Donc, spécification que je trouvais pertinente à apporter ici, mais quand même, à l'échelle de la région, on voit une augmentation d'en moyenne 650 UTM. Au niveau des degrés jour, ce qu'on peut observer ici, c'est encore une fois une augmentation qui est aussi relativement importante, donc de plus 455 degrés jour, nous faisant passer de 1736 à 2191 pour le futur. Ici, à titre informatif, les degrés jour base 5 qu'on présente ici, c'est en fait l'addition de toutes les températures de plus de 5 degrés Celsius sur toute l'année. Pour l'indicateur relatif au nombre de jours avec une température maximale qui serait supérieure à 30 degrés Celsius, ce qu'on réalise pour la région de la Naudière, c'est une augmentation de 15 jours de ces épisodes. Donc, passant de 7 jours dans le passé à 22 jours, pardonnez-moi, sur l'horizon 2050. Maintenant, ici, pour le nombre de jours où la température de nuit serait supérieure à 20 degrés Celsius, on réalise que dans l'horizon passé, on était en moyenne à 2 jours, on passe à 8 jours, donc pour une augmentation de 6 jours de ces épisodes. Là, pourquoi c'est important de parler du nombre de nuits où la température est supérieure à 20 degrés Celsius? En fait, c'est parce que lorsqu'il fait chaud le jour, mais que la nuit, la température diminue. À ce moment-là, c'est beaucoup plus supportable pour les animaux et pour les cultures. Mais au contraire, s'il fait chaud le jour et qu'en plus de ça, la température reste élevée pendant la nuit, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile au niveau de l'adaptation. Donc, c'est pour ça effectivement que c'est pertinent de regarder cet indicateur-là. Alors, le prochain indicateur, c'est celui du nombre de canicules annuelles. Donc, en gros, en fait, le résultat des derniers indicateurs que j'ai présentés peut se transposer sur les épisodes de canicule. Donc, en d'autres mots, un peu les événements extrêmes. C'est pourquoi, justement, on verrait une augmentation des périodes de canicule sur la base annuelle, passant ainsi pour la Naudière de 1 période par année à 3 périodes par année. Mais en fait, c'est quand même important de savoir c'est quoi ou qu'est-ce qu'on considère comme une canicule. Alors en fait, ça représente une période où la température est supérieure à 30 degrés Celsius pour au moins 3 jours consécutifs. Donc, je réitère, pour la Naudière, c'est une augmentation d'en moyenne 2 périodes par année. Alors maintenant, si on revient à nos variations saisonnières. Donc, je crois qu'on l'a bien mis en évidence, les températures, elles vont augmenter. Mais elles augmentent aussi particulièrement en été. Donc, c'est ce qui est mis en évidence avec le cercle vert qui est apposé sur le graphique ici. Donc, dans l'encadré
à droite, on voit l'historique des températures moyennes en été, donc qui était de 17,9 degrés Celsius sur l'horizon du passé, avec une variabilité ou une augmentation dans ce cas-ci prévue de 2,3 degrés Celsius. En été toujours, ça nous amène une température moyenne à l'échelle de la région de 20,2 degrés Celsius. Alors, inévitablement, bien ça se traduit en plus d'évapotranspiration pour les plantes. Toutefois, si on regarde au niveau de nos précipitations, on réalise que l'évolution au cours des mois de l'été, justement, est moindre. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs dans l'encadré, donc où on prévoit en moyenne une augmentation de 5 mm des précipitations totales au cours de l'été. Et ces 5 mm-là, ils sont partagés ou répartis plutôt sur les 3 mois de l'été. Alors, évidemment, ça va avoir un impact sur les besoins en eau des plantes, ou bien en d'autres termes, ça se pourrait que les besoins ne soient pas comblés par les précipitations. Alors, c'est justement ce qu'on est capable de voir à l'aide du bilan hydrique. Petit rappel d'abord et avant tout, qu'est-ce que le bilan hydrique? C'est le total des précipitations mensuelles moins l'évapotranspiration des plantes, et ici, la référence qui est utilisée est la prairie rase. Alors, si on revient à notre graphique, en fait, en vert, vous avez le scénario du passé. En orange, vous avez l'horizon 2050. Donc, ce qu'on retire ici, c'est que le déficit hydrique s'aggrave de mois en mois. Toutefois, si maintenant on fait le cumul de ce déficit hydrique à la fin de l'été, ça nous donne en moyenne un déficit hydrique de moins 189 mm en comparaison à un qui était moins élevé dans l'horizon passé, le scénario passé, et qui s'élevait à moins 148 mm en moyenne. Il faut quand même amener une nuance parce que ce graphique, il ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Mais en réalité, mis à part les précipitations, il y a quand même d'autres sources d'eau que la plante est en mesure d'aller chercher. Donc, par exemple, elle pourrait combler ses besoins justement avec les réserves en eau du sol. Toutefois, à la fin de l'été, ça peut quand même arriver que ces réserves soient fortement diminuées et que les plantes finissent par réellement souffrir du manque d'eau. Une autre information qui est pertinente à partager, c'est l'évolution des périodes sans pluie. Alors en fait, en plus de la diminution des précipitations en été, on va aussi avoir une modification de la répartition justement de ces précipitations. C'est ce qu'on voit avec les périodes sans pluie, donc les périodes de sécheresse. Pour votre information, justement, ce qu'on considère comme une période sans pluie, c'est une période où les précipitations cumulées vont être inférieures à 3 mm. Alors ça, c'est inférieur à la rosée. Si on regarde maintenant notre tableau, on voit que le nombre de périodes de plus de 5 jours où il ne pleut pas va augmenter d'en moyenne une période à l'échelle de l'année, donc dans le futur. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que la durée de ces périodes, donc des épisodes de sécheresse, va aussi augmenter. Alors, en résumé, on va avoir plus de périodes et ces périodes vont être plus longues pour en fait un nombre de jours cumulés supérieur d'en moyenne 10 pour l'horizon 2050 pour la région de la Naudière. Alors, question de finir la boucle, revenons à l'automne. Donc ici, en gros, c'est la même question qui va nous revenir par rapport à la possibilité de prolonger l'allongement de la saison de croissance, donc qu'on a vu plus tôt dans la présentation. Alors, en suivant la même logique, on regarde encore une fois les précipitations, bien évidemment celles pour la période d'automne. Est-ce qu'on va être capable d'aller récolter? Alors, de façon générale, on réalise que ça reste relativement constant au niveau des précipitations automnales dans le futur. Mais j'attire encore une fois votre attention sur l'incertitude, donc qui est dans l'enveloppe verte. Il devrait quand même y avoir des conditions favorables permettant de profiter de l'allongement de croissance parce que si on se fie à cette variabilité, étant donné qu'on a connu des automnes assez pluvieux, d'autres qui étaient très secs, on devrait, dans les prochaines années, certaines années, pouvoir profiter de l'allongement de la saison de croissance. Justement, en revenant sur l'allongement de la saison de croissance, bien, je voulais remettre ici la date du premier gel automnal.
Donc, pour la région, en moyenne, on se situait autour du 4 octobre pour l'occurrence du premier gel automnal. Dans le futur, on devrait plutôt être en moyenne autour du 16 octobre, donc ce qui représente un retardement de 12 jours au niveau de l'occurrence du premier gel automnal. De la même façon, la date de fin de la saison de croissance est elle aussi retardée dans le futur, passant d'en moyenne au 6 novembre à en moyenne au 16 novembre pour la région de la Naudière. Et voilà, on aurait terminé avec les indicateurs agroclimatiques de la saison de croissance. Donc, un peu comme pour la saison hivernale, je voulais en profiter pour vous faire un résumé des observations qu'on a faites. Alors, en gros, on a vu qu'il va y avoir une augmentation des températures qui vont permettre un allongement de la saison de croissance et un allongement de la période sans gel, mais aussi une augmentation des unités thermiques maïs et des degrés jour. Il faut faire attention par contre parce que ces augmentations de température-là peuvent aussi amener une augmentation au niveau des températures très élevées, donc comme des canicules. Du côté des précipitations, maintenant, on a vu qu'il n'y allait pas avoir de hausse ni à l'automne ni à l'été, ce qui peut évidemment amener une augmentation des risques de stress hydrique pour les plantes. Finalement, on a vu une augmentation des périodes de sécheresse, ou plutôt du nombre de jours sans pluie cumulée, qui est évidemment relié au fait qu'il n'y allait pas avoir de hausse de précipitations au niveau de l'été ni de l'automne. Alors, je vous remercie pour votre attention tout au long de la présentation. J'espère que vous avez apprécié et que vous en avez appris. Bonne journée!